strumming my pain with his fingers. L'Argentine est un pays magnifique dont le patrimoine culturel et naturel splendide s'étend le long de ses terres et de ses 5000 km de littoral. Le football fait partie intégrante de la culture de ce pays, transcendé par l'amour des Argentins pour leur club et leur sélection nationale. Un sport idéalisé là-bas par l'interminable liste de magiciens sortis tout droit de Buenos Aires, dont un milieu de terrain mythique que l'on va découvrir aujourd'hui. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11, mais sur le terrain, il est relativement facile de cerner un ou deux joueurs qui surnagent complètement, des joueurs pour qui le football est une vocation, un besoin, une façon de s'exprimer. Fernando Carlos Redondo faisait clairement partie de cette catégorie. Plutôt frêle avec les cheveux dans le vent, le milieu de terrain défensif était un esthète du beau jeu, de la conservation, des feintes, la maîtrise du cuir incarnée dans ce mètre 90 d'élégance et de technique balle au pied. Redondo fait partie de ceux qui n'ont pas besoin de regarder le ballon pour savoir où il est, ceux pour qui le football se joue constamment vers l'avant, ceux qui voient le football comme un art et non plus comme un sport. À la récupération, à la relance, en transition aux surfaces arrêtées, le prince de Madrid faisait vivre le ballon et dictait le tempo de la rencontre. Il jouait une partition que ses coéquipiers essayaient inlassablement de suivre. Le joueur argentin a magnifié un poste de numéro 6 réputé rugueux et moins tactique à l'époque, un poste qui se résumait bien souvent à dézinguer les créateurs adverses pour annihiler n'importe quelle offensive, un poste que Redondo a simplement sublimé. La carrière du natif d'Adrogué dans le sud de Buenos Aires commence dans l'équipe des Argentinos Juniors, comme celle de Diego Armando Maradona ou plus tard en fin de carrière de Juan Román Riquelme. Il y fait ses gammes durant quelques saisons avant de rejoindre l'Europe et le club espagnol de Tenerife dans les îles Canaries. À 21 ans, Redondo sait déjà faire beaucoup de choses avec le ballon, positionné un peu plus haut sur le terrain, bien souvent derrière la pointe de l'attaque. La barrière de la langue n'étant pas un problème en Espagne, l'Argentin devient rapidement une pièce essentielle de l'équipe qui passe de la 18e place en 90 à la 5e place à la fin de la saison 93, permettant au club de se qualifier miraculeusement pour la Coupe UEFA. Capable de récupérer le ballon très haut, d'éliminer facilement son vis-à-vis, d'assurer les phases de conservation et de distribuer des caviars à ses coéquipiers, la nouvelle pépite de l'Albiceleste fait un bien fou dans l'entrejeu des Chicharreros. Cette facilité avec laquelle il pouvait se projeter vers l'avant pour aller chercher un coéquipier démarqué ou gratter une faute, Redondo en a fait une de ses principales qualités et l'une des raisons pour lesquelles on l'admirait tant. En 92 et 93, le club des Canaries empêche le Real Madrid de devenir champion en battant 2 fois les Madrilènes lors de l'ultime journée du championnat. Certains y verront un signe, d'autres une raison supplémentaire pour le club de la capitale de faire signer le numéro 5 qui rejoint donc la Maison Blanche à l'été 94 pour près de 5 millions d'euros. Le coup de foudre entre l'élégant argentin et Bernabéu est immédiat et presque naturel. Replacé devant la défense, Redondo devient rapidement le phare de lancement des offensives madrilènes, celui par qui le ballon vit, transite et circule. À Madrid, Fernando retrouve son ancien coach de Tenerife, Jorge Valdano, qui a fait le voyage avec lui durant l'été. Les saisons passent et Fernando participe activement à la victoire du Real en Liga en 95 et 97, profitant de ces quelques saisons pour mettre en lumière ses qualités défensives évidentes, aussi bien dans les tacles glissés que les tacles debout, mais surtout dans cette lecture du jeu de l'adversaire, lui permettant de couper facilement les lignes de passe. Durant la saison suivante, le milieu de terrain défensif va sortir son plus beau stylo pour continuer d'écrire son histoire avec la Maison Blanche. Le club s'en va remporter sa première Coupe d'Europe depuis plus de 30 ans en soulevant la Ligue des Champions, après avoir vaincu une très belle Juventus en finale. Redondo, très précieux dans ce match, aura une nouvelle fois fait parler toute sa science de jeu durant cette campagne, notamment en demi-finale contre Dortmund, au cours d'un match où il aura été le patron défensif d'un Real qui se devait de conserver le score. 2 ans plus tard, l'Argentin va de nouveau briller sur la scène européenne, en étant l'auteur du geste le plus mémorable de sa carrière, un dribble fou contre Manchester United avant d'envoyer Raúl sur orbite pour sceller la victoire des siens 3-2 à Old Trafford. Étincelant durant toute la compétition, le milieu défensif est élu meilleur joueur du tournoi, que la Maison Blanche remporte facilement 3-0 en finale contre leurs confrères espagnols de Valence.
La jeune pépite argentine de 90 est devenue El Principe, le prince, le maestro d'un collectif madrilène 2 fois champion d'Europe en 3 ans, dont la tour de contrôle porte le numéro 6. Aujourd'hui, il est plutôt facile de retrouver des extraits de matchs de Redondo au Real ou à Tenerife et de se rendre compte de son apport et de sa couverture sur le terrain, l'évolution ultime du couteau suisse footballistique, avec ce petit plus de classe qui le caractérisait tant sur le terrain. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, ce match sera le dernier de Redondo sous les couleurs madrilènes, le club ayant décidé de se séparer d'un des joueurs les plus appréciés de l'histoire du club par les socios, sans l'accord préalable de l'Argentin. Pour une somme avoisinant les 15 millions d'euros, Redondo file en Lombardie rejoindre le Milan AC pour 4 saisons plus que compliquées, les blessures l'obligeant à ne participer qu'à 33 matchs seulement de 2002 à 2004. Le temps de passer par Madrid un soir de Ligue des Champions 2003, ovationné avant, durant et après le match, par un Bernabéu qui n'oubliera jamais l'un de ses plus fidèles lieutenants. Et comme dans beaucoup d'épisodes contes de foot, c'est un soir de mai 2004 que s'achève la carrière d'un joueur vraiment à part, un joueur adulé par beaucoup, un tacticien qui aurait mérité une carrière encore plus accomplie. Au passage, le 16 mai 2004, lors de son dernier match, le Milan joue contre Brescia à San Siro et un autre génie prendra sa retraite ce soir-là. Génie est l'un des nombreux termes que l'on peut associer à Fernando Redondo, tant il a pu fasciner par cette facilité déconcertante à manier le cuir. Au total, Fernando n'a joué qu'une trentaine de matchs avec l'Albiceleste, principalement de 92 à 94, participant notamment à la Coupe du Monde aux États-Unis aux côtés de Diego Armando Maradona. Un an auparavant, il faisait partie du 11 titulaire en finale de la Copa América 93 contre le Mexique, une finale que les Ciels et Blancs remportent 2-1 grâce à un doublé de Batigol. La suite ne sera qu'un mélange grossier d'incompréhension et de désaccord, le nouveau sélectionneur Daniel Passarella décidant de ne pas le retenir pour le Mondial 98, car Fernando avait les cheveux un peu trop longs à son goût. This is Crespo now, and this is how he looked before Passarella ordered the chop. Imaginez ne pas retenir le meilleur numéro 6 de l'époque pour pouvoir l'associer à Vérone, Zanetti, Ortega, Simeone ou Batistuta, sous prétexte que son style capillaire n'est pas à votre goût. Heureusement, l'imagination de Redondo, quant à elle, ne s'arrêtait pas à un simple aspect capillaire, l'imagination du joueur s'exprimait sur chaque pelouse qu'il foulait, en Espagne ou ailleurs. Alors pourquoi un joueur a-t-il été idolâtré à ce point, en ayant joué moins de 400 matchs en carrière, et en ayant illuminé son sport pendant quelques saisons seulement ? La réponse vient tout droit du terrain, entre les deux surfaces, le terrain de jeu de Fernando Redondo, là où il a su exprimer l'immense talent qu'il avait entre les pieds. Sa patte gauche fantastique lui permettait d'appliquer à merveille le plan de jeu qu'il décidait sur un match, une mi-temps ou quelques minutes seulement, un schéma tactique suivi à la lettre par ses coéquipiers qui savaient faire confiance à un tacticien encensé par tous ses anciens coachs. Et quand on voit la facilité avec laquelle Fernando savait hausser son niveau de jeu dans les gros matchs, on ne peut s'empêcher de penser à une carrière encore plus belle pour un joueur écarté de la sélection argentine et poussé vers la retraite par un genou qui a lâché lors de son arrivée en Lombardie. Techniquement, Fernando était toujours au-dessus. Défensivement, Redondo était toujours en avance. Tactiquement, le prince était le patron. Il prenait la formation avant tout le monde et savait lire les phases de jeu adverses pour être sûr d'avoir toujours un coup d'avance. Suffisamment costaud pour résister dans les duels et conserver la balle, la matrice était parfaite et le joueur vraiment unique. Redondo a toujours privilégié le collectif avant l'individu, une éthique presque inédite pour celui qui refusait son salaire à Milan quand il était blessé et qui marquait par sa gentillesse en dehors du terrain. En bref, Redondo était celui qu'il vous fallait pour construire une équipe autour et rendre le collectif merveilleux, le football ayant trouvé l'un de ses porte-drapeaux les plus prestigieux. Puedes crear una situación y definir un partido. Además, Argentina está mostrando muchas variantes en ese sentido, ¿no? Está llegando de diferentes maneras, por fuera, en paredes cortas.